Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est moyen, mais comme tout le monde je pense, en ce début d'année 2021. J'ai un peu vécu mon mois de janvier comme un tunnel d'ailleurs, je crois que j'ai pas fait grand chose à part travailler, dormir et chiller sur TikTok. Et d'ailleurs, j'ai quasiment pas lu et j'ai pas envie de lire, ce qui est pas du tout grave en soi, mais c'est juste que là, cette fois-ci, ça m'attriste un peu parce que ces derniers mois, en fait, je trouvais un grand réconfort dans la lecture parce que j'en avais envie et que voilà. Et là, du coup, de pas trop avoir envie de lire, ça m'attriste. J'ai envie d'avoir envie, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça reviendra, ou alors ce sera une autre activité là qui me portera un peu plus, mais bon. Et puis aussi, je pense que j'en suis à un point, et j'imagine que ça peut être aussi un sentiment très partagé parce que c'est pas hyper original ce que je vais dire. Mais en tant que personne introvertie, on va dire, j'en suis à un point où je me rends compte pleinement du point auquel la sociabilité, les moments de sociabilité, etc. me manquent, alors que je m'en rendais peut-être un peu moins compte dans les premières étapes de la crise sanitaire. En fait, quand on a été confinés la première fois, bon, il y avait bien sûr l'angoisse de l'épidémie, évidemment, mais sur l'aspect pratique de la chose, le confinement, bah finalement ça me faisait peut-être un peu moins peur que pour d'autres parce que j'avais l'habitude d'être beaucoup chez moi, j'aime ça. Je suis plutôt solitaire, routinière, etc. Et donc finalement je me disais je vais avoir un peu la chance de moins souffrir que d'autres parce que je suis un peu dans ma zone de confort et c'est peut-être ça change pas beaucoup ma vie. Mais en fait, les mois passant, bah, je me rends vraiment compte que même si les moments de sociabilité sont peut-être plus marginaux dans ma vie que dans la vie d'autres personnes, bah, ils sont absolument essentiels en fait. Enfin, une grosse banalité, mais je m'en rends peut-être compte avec un décalage par rapport à d'autres personnes qui ont l'habitude de beaucoup sortir, de voir beaucoup de monde et pour qui c'est juste absolument essentiel et que ça constitue une grande partie de leur vie, quoi. Mais là, ouais, c'est pas facile. Et donc bref, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sous un format plutôt bavardage. J'aime bien quand même un peu varier les formats, même si malgré moi il y a une forme de ligne éditoriale qui se crée sur la chaîne. Je dis malgré moi parce que je pense que toute forme de ligne éditoriale engendre des pressions. Et que je suis très réfractaire à l'idée de me mettre la moindre forme de pression sur ce projet de chaîne YouTube. Toujours est-il que bah voilà, il y a une certaine ligne éditoriale ou un certain type de contenu qui s'impose de lui-même parce que je fais certaines lectures, que j'ai envie de partager certaines choses, que je me sens plus ou moins légitime sur certains domaines et certaines formes de vidéos plutôt que d'autres, et puis du coup les choses se font comme ça. Mais j'aime bien quand même l'idée de pouvoir varier, j'aime bien faire des comptes rendus de lecture, j'aime bien faire des vidéos assez structurées, etc. Mais j'aime bien aussi partager de l'expérience ou des réflexions un peu plus peut-être sur le mode réflexion de comptoir. En fait, c'est pas forcément péjoratif de faire ça à partir du moment où on le présente comme ça, en fait. C'est ça que je me dis. Donc aujourd'hui, on va parler du fait que... Enfin, je vais vous partager ce pourquoi j'essaye d'éviter au maximum d'utiliser en fait le qualificatif intelligent, intelligente pour parler des gens, en fait. Que ce soit d'ailleurs dans mes conversations avec d'autres, mais aussi même pour moi-même, c'est-à-dire j'évite de penser par ce prisme, en fait. Parce qu'il me semble inopérant et problématique. Donc je vais expliquer pourquoi à moi ça me semble inopérant et problématique. C'est pas hyper original et je pense que je suis vraiment pas la seule à ressentir ça. Mais je me disais que ça pouvait faire du sens quand même d'en faire une petite vidéo parce que bah, je l'entends tout le temps en fait. Je l'entends tout le temps autour de moi, dans les conversations que j'ai avec les gens, dans le contenu que je peux regarder, je vois sur les plateaux télévisés, etc. Là, ces derniers temps, j'ai regardé pas mal d'interviews de Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui, en raison un peu du décès de Jean-Pierre Bacry. Mais comme en plus ce sont des réalisateurs, scénaristes, acteurs connotés un peu intello, il y avait quand même beaucoup de questions de journalistes qui tournaient autour de l'intelligence. D'ailleurs en disant le mot intelligence ou en ne le disant pas. Mais j'ai en tête par exemple une question d'un journaliste qui demandait à Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui
est-ce qu'un acteur doit être intelligent pour être bon acteur? Qu'est-ce qui met derrière intelligence? De quoi on parle? Enfin, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry ont répondu en gros que non. Et on sentait bien que de toute façon ils étaient surtout emmerdés par ce terme d'intelligence et que la circonstance de l'interview ne permettait pas de rentrer dans le sujet. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un terme que je trouve qui est beaucoup utilisé, pas toujours interrogé. Et donc voilà, ça fait une parole de plus sur cette question pour réfléchir ensemble le sujet. Alors, si déjà on s'attache un peu au concept lui-même, mais ça va pas être le sujet de la vidéo parce que dans les usages, de toute façon, ces réflexions autour du concept d'intelligence, de sa définition, de ce qu'il détourne ou non, n'est jamais trop interrogé de toute façon. Il y a des usages particuliers qui se font sans s'interroger justement sur la définition de l'intelligence. Mais si on s'attache 2 minutes à cette définition, déjà c'est intéressant de savoir que des réflexions sur la définition de l'intelligence, il y en a beaucoup dans beaucoup de disciplines, mais des réponses, finalement, il n'y en a pas au sens où il y en a plein, quoi. Et quand tu vas dans un dictionnaire lambda, type Larousse, Robert, etc., pour avoir une définition de l'intelligence, c'est déjà un fourre-tout énorme. Donc faculté de comprendre, faculté de connaître, avec plein de sous-définitions différentes. Et quand tu fouilles un peu en fonction des disciplines, il y a des réflexions sur l'intelligence, le génie, etc. en philosophie. Il y a pas mal de théories qui ont été développées en psychologie avec plein de types d'intelligence différentes. Alors il y en a plusieurs qui sont connues. J'ai noté quelques-unes. Il y a par exemple la théorie de Gardner, qui est un psychologue états-unien, qui distingue plein de sous-intelligences que sont l'intelligence linguistique, logique, intrapersonnelle, interpersonnelle, visuospatiale, kinesthésique, musicale. Il y a Steinberg, également en psychologie, qui a distingué 3 types d'intelligence quant à lui, l'intelligence analytique, l'intelligence pratique, l'intelligence créative. Quand on pense intelligence, beaucoup de gens aussi vont avoir le réflexe de penser aux tests de QI, qui d'ailleurs sont très critiqués, très remis en perspective, qui proposent en tout cas une vision quantitative d'une certaine forme d'intelligence basée sur certaines facultés cognitives de logique, mémoire, résolution de certains problèmes, etc. Et donc le QI, oui, est très remis en question, parce que très biaisé sur certains aspects en fonction de l'âge, de la culture, etc. On voit que les résultats ne sont pas les mêmes. Et puis de toute façon, ce que teste le QI, ce sont un certain nombre de facultés dont on peut tout à fait interroger la capacité à définir de manière exhaustive l'intelligence. Il y a aussi de plus en plus de réflexions qui sont menées sur ce que certains appellent l'intelligence émotionnelle, avec la faculté à se connaître soi-même. Donc ça renvoie aussi un petit peu à l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle de Gardner. Donc faculté de connaître, se rendre compte, comprendre, gérer ses propres émotions. Idem pour les autres, donc les percevoir, les comprendre, les gérer entre guillemets chez les autres. Donc de mieux gérer ses rapports interpersonnels, etc. On en reparlera tout à l'heure parce que ça pose plein de questions aussi. Mais voilà, certains là plus aussi sur le mode des réflexions un petit peu diverses et variées. Certains parleront d'intelligence pratique, d'intelligence de la vie. Bon. Quand on parle par exemple aussi des intelligences animales versus intelligence humaine, il y a beaucoup de réflexions qui sont menées pour savoir si c'est vraiment différent ou pas. La question du langage, effectivement, est spécifique aux êtres humains. Mais en dehors de ça, il y a des intelligences animales qui sont elles aussi spécifiques et qui permettent aux animaux de comprendre bien des choses que nous, auxquelles on n'a pas accès. Et s'il s'agit de, entre guillemets, réduire ou ouvrir la notion d'intelligence à faculté de comprendre, eh bien ça ouvre aussi énormément de champs divers et variés. Donc s'il s'agit d'essayer de comprendre ce que c'est que l'intelligence ou les intelligences, c'est un champ de recherche
sûrement passionnant, mais c'est pas ce dont je voulais parler aujourd'hui, parce que en fait il y a un fossé assez immense finalement entre justement ce champ de recherche, plein de nuances, de questions, plus que de réponses d'ailleurs, et les usages en fait du mot intelligence dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, on utilise ce qualificatif intelligent, intelligente, en faisant, la plupart du temps quand même, en faisant fi de toute cette complexité, de ces nuances, de ces questionnements qu'il y a derrière. On utilise intelligent, intelligente selon certains usages très communs, et finalement on ne questionne pas toujours pourquoi le terme nous vient, pourquoi on a cette impression qu'un tel ou une telle est intelligente. Or il me semble, il me semble que c'est assez évident, il y a beaucoup de biais dans l'usage quotidien, habituel du mot intelligence. Et donc là, du coup, ce que je me propose de faire, sans forcément que ce soit ni exhaustif, ni forcément hyper structuré, c'est de lister un peu ce qui m'apparaît être les principaux biais, les principaux biais d'usage, on va dire. Dans les usages que j'observe autour de moi et les usages un peu publics, habituels du qualificatif intelligent, intelligente. Alors ce qui me semble être le premier biais, quand bien même la plupart des gens l'ont en tête, un premier biais serait le rapport à la culture, assez lié aussi souvent au rapport au langage. Mais on va commencer par le rapport à la culture. Quand on est face à une personne très cultivée, et si en plus la personne est cultivée de la culture dominante, de la culture légitime, ça peut engendrer un biais qui nous donne effectivement l'impression que la personne est intelligente. Et même si on a en tête qu'il faut, parce que voilà, beaucoup d'entre nous ont à cœur de distinguer intelligence et instruction, intelligence et érudition, etc. Ça peut être un biais qui, malgré nous donne cette impression « Ah, elle est intelligente ». Mais parce que bien sûr, tout ça est complexe, il y a des interactions. D'une part, donc, cette fameuse culture légitime qui apparaît très impressionnante en impose, malgré nous, parce que on est habitué à ça. Et puis, souvent, c'est lié, donc, comme je disais, à un certain rapport au langage, où le fait d'avoir beaucoup lu peut rendre plus à l'aise avec le langage, même si c'est pas automatique, peut aider aussi à structurer d'une certaine manière, une manière valorisée, sa pensée, et donc plus facilement la communiquer. Ça peut nourrir un certain nombre de réflexions qui ensuite donnent une impression d'intelligence, de pensée profonde, etc. Bref, ça engendre un certain biais. Et donc je vais donner quelques exemples à chaque fois parce que je trouve ça plus parlant. Je vais là donner deux exemples. Le premier exemple, c'est... je l'utilise parce que je trouve qu'il est assez opérant. C'est l'exemple de Éric Zemmour. Moi, j'ai plusieurs fois entendu autour de moi des gens dire « Éric Zemmour est un homme intelligent ». Et quel que soit le positionnement de la personne vis-à-vis de ce personnage public, j'entends beaucoup ça. C'est-à-dire des gens qui soit disent « Ah, il dit pas que des conneries » ou je sais pas quoi, et des gens dire « C'est un homme dangereux parce qu'il est intelligent ». Bon. Et en fait, moi du coup, mon réflexe c'est de me dire qu'est-ce qu'on met derrière, pourquoi il est perçu comme intelligent, etc. Et pour avoir un petit peu écouté, je me suis forcée notamment à écouter un épisode de... comment s'appelait cette émission déjà ? On n'est pas couché, où il présentait un livre qu'il avait écrit. Et en fait, je me disais que, d'une part, il avait un rapport au langage aisé. En tout cas, selon l'image qu'on se fait d'un rapport au langage aisé, il avait effectivement un rapport au langage aisé, une certaine précision lexicale, une facilité à structurer des phrases à la syntaxe connotée, effectivement, à la syntaxe élaborée, etc.
Et puis par ailleurs, il détenait, il faisait montre d'une certaine culture. Et pour le coup, une culture non seulement légitime, mais particulièrement élitiste. En fait, il parlait d'un livre dans lequel il remettait en question les théories structuralistes. Et le structuralisme, pour le coup, c'est vraiment peut-être un des domaines de la culture les plus élitistes, qui sont déjà, je pense, est relativement inconnus de beaucoup de gens quand t'as pas fait des études littéraires. Et pour les gens qui connaissent, comme c'est connoté très élitiste, très hermétique, etc., on peut être particulièrement impressionné. D'autant plus qu'il prend un positionnement critique vis-à-vis de ça, donc ça donne l'impression qu'il est expert, parce qu'on se dit, putain, s'il critique les structuralistes, c'est qu'il s'y connaît, quoi. Parce que ça en impose et que au premier abord, beaucoup de gens qui ont moins confiance en eux que Éric Zemmour se diraient, déjà, si je comprends, c'est bien. Et je me sens pas la capacité d'avoir une vision critique là-dessus. Bon. Et on rajouterait pour Éric Zemmour un autre élément dont je parlerai aussi plus tard, à savoir donc la confiance en soi, puisque le fait de donner l'impression en tout cas d'avoir confiance en soi peut aussi engendrer une impression d'intelligence. Un autre exemple sur le biais de rapport à la culture, quand je suis arrivée en prépa, j'ai eu le réflexe de me dire, il y a des élèves qui sont des génies, qui sont extrêmement intelligents, et puis il y a des élèves comme moi qui sont scolaires. Et en fait, avec le recul, quand je regarde le classement à peu près que j'avais en tête, en fait, les élèves que j'estimais géniaux, c'était surtout des élèves très très cultivés, qui pouvaient du coup pas mal se reposer là-dessus aussi. Et j'avais pas forcément conscience de cela, mais les interactions entre culture et impression d'intelligence étaient effectivement très très fortes. Et donc le deuxième biais, mais j'en ai déjà un petit peu parlé, je pense que les choses vont un peu se mélanger, mais c'est pas grave, c'est donc ce fameux rapport au langage. J'en parlais pour Éric Zemmour. Je vais donner un autre exemple, c'est celui de Miss France de cette année. Je chill pas mal sur TikTok en ce moment et je suis tombée sur une ou deux vidéos coup à coup de Miss France qui s'exprimaient. Et dans les commentaires, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, enfin une Miss France intelligente, ah, qu'est-ce qu'elle est intelligente, etc. etc. » Et donc, voilà, réflexe, je me suis dit pourquoi les gens se disent ça et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs en miroir? Est-ce que ça veut dire que les autres Miss France étaient connes? Enfin, tu vois. Et puis effectivement, en l'écoutant avec attention, on ne peut que constater qu'elle a un rapport effectivement aisé au langage et à la communication de manière générale. Vous savez qu'il y a pas mal de formes de communication qui interagissent. On parle souvent de 3 formes de communication. La communication verbale, donc les mots, les phrases qu'on emploie. La communication vocale, le ton de la voix, la manière dont on va utiliser sa voix, son volume, les silences, les accentuations. Puis la communication visuelle, tout ce qu'on peut dégager de notre posture corporelle, de la gestuelle, de nos mimiques de visage, etc. Et tout ça compose un peu notre communication et c'est souvent aussi en décortiquant tout ça qu'on peut comprendre pourquoi un tel ou une telle donne une impression de charisme quand d'autres semblent moins charismatiques. Bref, tout ça pour dire que cette Miss France a effectivement un rapport aisé à la communication et au langage. Et donc je pense que c'est beaucoup de là que vient l'impression qu'elle est intelligente. Je suis pas en train de dire qu'elle ne l'est pas, pas du tout. En fait, ce que j'essaye justement de dire dans cette vidéo, c'est que je ne juge plus j'essaye de ne plus du tout juger par ce prisme d'intelligence qui me semble relativement inopérant, parce que fourre-tout est biaisé. Mais je trouve intéressant en tout cas de comprendre en fait ce qui se joue dans les perceptions qu'on peut avoir. Alors un troisième biais qui me semble extrêmement important et dont je me suis rendu compte pour le coup moi assez tardivement, c'est le biais de confiance en soi. Quand on dégage beaucoup de confiance en soi, qui va du coup avoir un impact sur notre communication mais aussi sur notre faculté à émettre des opinions potentiellement radicales, très affirmées, négatives, critiques, j'en reparlerai, eh bien ça donne une impression d'intelligence. Et les gens du coup vous font confiance et se disent bon, il maîtrise son sujet quoi. Et je dis il parce que c'est souvent assez masculin, les mecs ont plus confiance en eux que les nanas et vont plus oser émettre des opinions même si ils sont peut-être parfois moins légitimes à le faire
Enfin, à niveau de légitimité égale, voilà, c'est ça que je voulais dire. À niveau de légitimité égale, donc de connaissances, voilà, d'expertise, etc. Si tu as très confiance en toi, si voilà, tu peux plus facilement émettre des opinions et avec cette assurance qui se dégage. Et ça, c'est très biaisant, ouais. Et je parlais des opinions négatives. C'est assez fou de voir à quel point, quand quelqu'un émet une opinion négative sur quelque chose, on peut avoir l'impression qu'il est plus intelligent qu'une personne qui va être très enthousiaste et qui va surtout parler de ce qu'elle a aimé, etc. Prenons un exemple un peu bateau. Deux personnes sortent d'une pièce de théâtre. Une femme, parce que du coup on va rajouter le biais genré, une femme qui en sort et qui se dit très enthousiaste, qu'elle a beaucoup apprécié cette pièce, que ça lui a procuré beaucoup d'émotions, qu'elle a trouvé que la mise en scène était très juste et que voilà, ça l'émeut beaucoup. Et puis un mec à côté qui est très très sûr de lui et qui va pas parler du coup de ses émotions, mais qui va être très rationnel et qui va dire alors oui, sur tel et tels éléments c'était bien, en revanche tel acteur s'est trompé au moment de ce texte, telle mise en scène était peut-être un petit peu inaboutie, etc. Eh bien on peut avoir l'impression que le mec est plus intelligent. Et finalement on ne sait pas quel est leur niveau d'expertise, on ne sait pas combien de fois, combien de mises en scène de cette pièce de théâtre ils ont vu l'un et l'autre, on ne sait pas quels sont finalement en quoi est-ce qu'ils font autorité dans leur opinion ou non. Mais une opinion livrée avec beaucoup de confiance et potentiellement critique, négative, va se donner une impression d'intelligence. Et donc j'essaye de pas mal aussi faire un travail de déconstruction personnelle pour ne pas me faire avoir, entre guillemets, par ce niveau de confiance en soi. Et à titre personnel, parfois je performe un peu la confiance en soi. Je pense par exemple au travail, etc. Parce que je me dis en fait, t'es plus écouté, t'es plus... va y avoir un biais, quoi. Et si tu... voilà, si tu dégages trop d'humilité, finalement, eh bien, tu vas être considéré comme moins légitime. Alors, quatrième biais, le biais de position sociale. C'est-à-dire que, tout simplement, hein, avant même de rencontrer quelqu'un, ou si tu viens de rencontrer quelqu'un, et que tu apprends qu'il ou elle a une position sociale dominante dans la société, que ce soit lié à son parcours d'études ou à sa position professionnelle, ça va engendrer un biais. Quel que soit ensuite le contenu de la rencontre, des échanges qu'on peut avoir avec quelqu'un. Et ça c'est très fort, quoi. Moi je sais que, je sais pas, quand t'as fait par exemple des grandes études, tu sais que dès lors que quelqu'un en face apprend les études que tu as faites, ça va engendrer un biais, directement. Et c'est normal parce qu'on est dans une société qui hiérarchise beaucoup avec ça. Surtout alors en France, le parcours académique c'est quand même hyper important. Et puis pareil sur la position professionnelle, quoi. Tu rencontres quelqu'un, tu discutes 2 minutes et puis d'un coup tu découvres, je vais dire n'importe quoi, mais qu'il est énarque et conseiller de tel ministre. Ça va forcément engendrer un énorme biais. Et potentiellement, si on fait un peu de raccourci et qu'on a l'habitude d'utiliser ce prisme, on va dire c'est quelqu'un, ah là là, c'est une grosse tête, c'est quelqu'un d'intelligent. Et puis forcément en miroir, hein, d'apprendre que une telle est coiffeuse par exemple, et d'avoir le réflexe de se dire que c'est pas une grosse tête. Et j'utilise grosse tête là volontairement parce que du coup c'est typiquement le genre de terme un peu fourre-tout et en fait pas forcément très interrogé, qui peut être utilisé sans qu'on s'en rende compte. Donc après des biais de perception, je pense qu'il y en a plein d'autres, mais en tout cas je vois déjà ceux-ci comme principaux. Et puis derrière donc ces biais de perception, il y a des déterminismes en fait. Que ce soit pour le rapport à la culture, au langage, à la communication, à la confiance en soi, enfin beaucoup de choses sont liées quand même à des déterminismes de classe, de race, de genre, de neuroatypie et de santé mentale, d'âge aussi. Enfin, il y a beaucoup finalement de déterminismes sous-jacents qu'il faut avoir en tête.
Donc pour donner un tout petit peu plus de détails, effectivement, donc pour le biais de classe sociale, forcément ça influence beaucoup le rapport à la culture légitime, le rapport au langage. Il y a beaucoup d'études qui sont menées qui montrent que dès 3 ans, les enfants de milieux bourgeois détiennent beaucoup plus de mots à leur disposition que les enfants de milieux moins privilégiés. Et puis forcément, il y a aussi des interactions avec une certaine culture, avec un rapport à une certaine culture qui va influencer notre manière de nous exprimer. La classe va influencer beaucoup la position sociale, qui est aussi un biais de perception d'intelligence. Pour donner un seul exemple sur le biais de race, au-delà de la pure discrimination un peu automatique qui arrive très souvent, on peut donner l'exemple de la manière dont est jugée la culture, par exemple la littérature des pays d'Afrique, et notamment, pour donner un exemple que je connais, la littérature francophone des pays d'Afrique, qui est souvent jugée de moins bonne qualité que d'autres classiques de la littérature. Moi, quand j'étais en prépa, au concours d'Ulm de 2012, je crois que c'était celui de 2012, parce que j'ai fait aussi celui de 2013 du coup, il y avait Amadou Kourouma au programme, et c'était vachement mal jugé, considéré comme beaucoup moins bon que les autres œuvres au programme. Et en fait, je pense que c'est tout simplement que c'était un biais de prisme culturel, et qu'en fait, fallait faire un petit effort effectivement pour sortir peut-être de ces habitudes culturelles, comprendre les références qui parcouraient le livre, et justement, pour faire un peu d'ironie, mais si on s'en tient à une définition de l'intelligence qui relève de la compréhension de l'altérité, voilà, ça demandait peut-être un peu d'intelligence, pour faire un mauvais jeu de mots là. Mais oui, c'était vachement critiqué. Alors ensuite, plein d'autres biais, le biais de genre. Voilà, à discours égal, on va plus écouter les hommes que les femmes, et puis pareil, beaucoup de sous-jacents, parce que en tant que meuf, on dégage moins de confiance en soi, d'assurance, etc. Par construction, par éducation, par rôle modèle, par plein de choses. Et voilà, il y a des qualificatifs de stupidité qui sont spécifiquement féminins. Par exemple, la cruche, c'est spécifiquement féminin. Il n'y a pas d'hommes cruches, il y a des femmes cruches, parce que ça englobe quelque chose de féminin, de superficiel, et de l'ordre d'un rapport à l'intelligence spécifiquement genré. Alors ensuite, parlons des biais de neurotypie, neuroatypie et de santé mentale. Alors ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant quand on réfléchit à ce concept de plus en plus à la mode d'intelligence émotionnelle, qui pour le coup est un champ entier de réflexion, d'investigation, mais qui là, si on s'en tient encore une fois, parce que c'est la trame de cette vidéo, si on s'en tient aux usages, s'il s'agit de dire non mais il faut considérer l'intelligence émotionnelle au-delà de l'intelligence QI, c'est ça qui est important, etc. Alors ouais, mais le problème aussi de ça, c'est que derrière, c'est quand même assez biaisé effectivement par des aspects de neurotypie, neuroatypie et de santé mentale, parce que effectivement, quand il s'agit de définir l'intelligence émotionnelle comme la capacité à connaître et gérer ses propres émotions, à comprendre, percevoir, gérer les émotions de l'autre, à bien gérer le relationnel, etc., quand je vais prendre l'exemple de mon frère qui est Asperger, c'est plus difficile. D'accord, du coup, est-ce qu'on utilise le terme intelligence là-dessus, parce que le terme est tellement chargé, et tellement fourre-tout, et tellement connoté positif, élogieux, etc. Je sais pas. Honnêtement, si, je sais, je suis très critique, mais du coup, je trouve ça problématique de prendre ce raccourci d'intelligence émotionnelle. Et sans parler, au-delà des neuroatypies, il y a des moments aussi
enfin en fonction de l'état, de notre état en termes de santé mentale, qui va faire qu'on sera plus ou moins à même effectivement d'être intelligent émotionnellement là. Et effectivement, quand t'es en dépression, tu gères moins bien le relationnel. Bon bah d'accord, mais du coup est-ce qu'on va essentialiser l'intelligence émotionnelle des gens? Je ne crois pas que ce soit très opérant. Voilà, et qu'est-ce que j'ai noté sinon? Ah ouais, et ça d'ailleurs c'est intéressant, c'est que ce biais, cette question de rapport au fonctionnement neurologique, cognitif et à la santé mentale, ça peut être dans certains cas très spécifiques et rares un biais positif, c'est-à-dire tu rencontres quelqu'un, tu échanges ou pas avec lui ou avec elle, mais en tout cas tu entends dire qu'il a 140 de QI, et boum, tu vas te dire ah, il est intelligent. Et peut-être que c'est un surdoué un peu inadapté ou quoi que ce soit, mais ah, il est intelligent. Et donc potentiellement tu peux le ranger dans cette case. Et là aussi, en fait, pour moi, c'est dommage de se poser la question en ces termes, en fait. Enfin, on pourrait dire c'est quelqu'un qui est redoutable en mathématiques. Bon, bah voilà tout en fait. Enfin, pourquoi utiliser ce concept si chargé et si fourre-tout d'intelligence? Je sais pas. Voilà, il y a un biais d'âge quand même qui joue beaucoup aussi, quoi. Là, lié beaucoup aussi à la position sociale, à la culture, à la confiance en soi, etc. Mais il y a quand même un biais d'âge qui peut aussi se jouer. Voilà. Bon, il y a sûrement plein d'autres éléments, mais c'est un peu déjà tout ce que j'ai listé et qui donne aussi à sentir, je crois, tous ces biais, tous ces déterminismes, tout ce qui finalement relève pas vraiment de nous et peut poser question dans un usage un peu trop non interrogé, ça veut rien dire, mais ouais, un usage un peu trop automatique et pas forcément hyper nuancé de ce concept d'intelligence. Et donc pour terminer la vidéo, je me suis dit que j'allais lister un peu des occurrences de l'usage du mot intelligence qui m'ont marqué dans ma vie. Parce que bah, on l'entend tout le temps, hein. Enfin moi je l'entends beaucoup, intelligent, intelligence. Mais du coup j'ai listé des usages qui m'ont marqué. Et puis l'idée du coup ce sera peut-être d'essayer de les détricoter un petit peu. Alors, j'ai un souvenir de quand j'étais gamine, je pense que j'étais en maternelle ou en primaire, je ne sais plus, mais bref, j'étais avec mon papy dans le village dans lequel on habitait, et il discutait avec un voisin, enfin il se disputait plutôt avec un voisin, et à un moment donné, il a voulu arrêter la conversation. Ça montait, et il a voulu arrêter la conversation, et mon papy étant quelqu'un d'assez théâtral, il a voulu finir par une grosse punchline, qui m'a semblé être une grosse punchline quand j'étais enfant, et témoin de cela. Et donc il a fini en lui disant « De toute façon, toi, t'es pas intelligent, t'es instruit. » Drop the mic, etc. Et donc il s'est cassé comme ça et tout, et moi j'étais là « Waouh, trop la classe et tout !» Et c'est marrant parce que bon, le fait est que je sais pas si cet homme était intelligent ou pas, en fonction de ce qu'on met derrière intelligence, mais une chose est sûre, c'est que oui, là, il y avait, je pense, une grosse violence symbolique qui se jouait entre mon papy, qui était ouvrier de milieu vraiment agriculteur pauvre, etc., et qui avait vécu dans ce village depuis toujours, enfin non pas depuis toujours, mais enfin voilà, qui était prolo, quoi, et ce voisin... alors je me souviens plus exactement quelle position il occupait, mais vraiment c'était une position particulièrement connotée, dominante, quoi. Est-ce qu'il était amiral ou est-ce que sa femme était amirale? Je sais plus. Et peut-être lui chirurgien dentiste. Bref, toujours est-il qu'il y avait effectivement un gap de position sociale, un gap de culture. Et en fait, ce qui se jouait, c'est que ce voisin, au travers de sa manière de s'exprimer, peut-être des références qu'il faisait, etc., en imposait beaucoup, ça biaisait beaucoup leur conversation et leur potentielle dispute. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs ils se disputaient. Et mon papy a eu cette fulgurance, mine de rien, d'arrêter en fait la conversation qui se jouait sur des bases finalement un peu... voilà...
déséquilibré. Et grosse punchline du coup. Autre occurrence, on a rassuré mon frère, et sûrement mes parents du coup, quand il était en primaire, que l'école devenait de plus en plus difficile pour lui, il était manifestement inadapté au système scolaire, et le psy de l'école avait dit il est très intelligent, peut-être même trop sur certains aspects, donc en parlant un peu de douance, etc. Et donc il y avait ce côté, finalement, on rassure l'enfant et les parents par ce concept d'intelligence. Non, non, tu n'es pas stupide, tu es peut-être inadapté, mais tu es intelligent. Autre souvenir d'usage ou de prisme d'intelligence que j'ai, c'est quand j'ai lu Orgueil et préjugés, quand j'étais, je crois, en 4e ou en 3e, et que du coup il s'agissait de ranger les personnages en fonction de leur intelligence. Et donc Elizabeth Bennet était intelligente quand ses sœurs cadettes étaient connes, avec plein de nuances. Donc sa sœur aînée était pas conne, mais c'était surtout la bonté qui la caractérisait. Parmi les sœurs cadettes, la dernière était peut-être pas conne non plus, mais en tout cas restait tellement superficielle qu'elle n'utilisait pas peut-être ses capacités, et puis les deux autres étaient franchement stupides. Je dis ça bien sûr au sens tel que c'était présenté, tel que je l'ai appréhendé à l'époque. Et puis avec le recul, tu peux te dire, bah ouais, non mais Elizabeth Bennet, elle est présentée comme intelligente, elle est perçue comme intelligente par tous les personnages du roman, mais en fait, dès le début, on dit que son père la considère comme intelligente, et la considère en fait, tout simplement. Et c'est intéressant de se questionner sur à quel point finalement il y a une interaction positive, ou un cercle vertueux entre du coup le développement d'Elizabeth Bennet et la perception que son père avait d'elle. Et enfin bon, il y a sûrement plein d'éléments, et du coup c'est toujours un peu questionnable que ces prismes un peu radicaux. Alors 4e exemple, j'ai noté, parce que ça m'a beaucoup marqué, c'est le fait que Ségolène Royal en 2007, lors de la campagne présidentielle, soit un peu cataloguée dès le début de la campagne comme une cruche, comme une meuf débile. Et c'est sûrement très lié au fait que ce soit une meuf, hein, tout simplement, mais je pense qu'on se souvient tous, notamment du terme, de son lapsus quand elle a dit bravitude au lieu de bravoure, etc. Et de la perception qui était... de la représentation qui était faite d'elle de manière extrêmement marquée et permanente. Et ouais, ça c'est hyper marquant parce que c'était clairement aussi très sexiste hein, à l'époque. Et parallèlement, j'ai noté du coup, parce que c'est aussi vous savez, par association d'idées, mais je me souviens avoir entendu plusieurs fois des gens me dire autour de moi que Jacques Chirac ou tel autre homme politique était très intelligent parce que de toute façon, il faut l'être pour en arriver là. C'est intéressant cet usage aussi du terme intelligente, parce qu'on pourrait dire, je sais pas moi, Jacques Chirac était enfin stratège politique ou connaissait très bien les arcanes de la politique et savait comment y faire. Il y a plein de termes en fait qui pourraient être utilisés, mais on utilise intelligent. Voilà. Alors, autre exemple, plus récent, il y a quelques années, encore une fois mon grand-père. Mon grand-père qui me dit à propos d'un mec qui a gagné plusieurs fois une émission de jeux télévisés, ah lui c'est une sacrée tête, il est sacrément intelligent. Et donc c'est un mec qui a gagné plein de fois une émission à midi sur TF1 qui s'appelle, je crois, Le Maître de Midi ou quelque chose comme ça. Et oui c'est ça, parce qu'avant c'était Attention à la marche, et maintenant c'est Le Maître de Midi. Et donc voilà, ici c'est sûrement quelqu'un qui est très cultivé, qui doit avoir une mémoire phénoménale, et peut-être plein d'autres capacités par ailleurs, mais du coup voilà, on utilise intelligent. Autre exemple, récemment, une amie qui me disait de son copain qu'il est très intelligent et que ça suscite son admiration. Et là aussi, il y a plein de choses derrière.
Il y a beaucoup de culture, une capacité à partager sa culture, à expliquer les choses, etc. J'en ai encore un dernier. Allez, un dernier parce que je peux pas tout faire. Un dernier exemple. Récemment au travail, j'ai été invitée à un atelier de réflexion sur l'intelligence émotionnelle. Et donc on passait tous un test de QE, je sais plus, enfin en gros c'était l'équivalent du QI pour l'intelligence émotionnelle et c'était un peu quantitatif comme ça avec plein de sous-divisions de l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la gestion d'émotions, l'optimisme, je sais plus, il y en avait plein. Et je me faisais la réflexion, au demeurant, donc c'était des coachs en intelligence émotionnelle qui nous délivraient l'atelier, elles étaient très sympas, très bienveillantes et pleines, très bien intentionnées, etc. Je remets pas ça en question, mais simplement, voilà, à chaque fois je me questionnais sur cet usage du mot intelligence quand même, et puis au-delà, mais là ce serait une réflexion entière sur la question, mais et je l'ai déjà un petit peu évoqué quand je parlais du biais de santé mentale, de neuroatypie, etc. Mais ça me pose toujours un petit peu question quand ça reste dans le domaine du développement personnel, parce que pour moi c'est pas vraiment de ce domaine-là. Mais on comprend pourquoi finalement c'est dans le domaine du développement personnel dès lors qu'on en fait un usage assez lié quand même à la productivité et au domaine professionnel, quoi. Mais, et je dis pas que ça peut être des outils intéressants, c'est pas ça que je dis, je suis pas en train de rejeter le truc en bloc, mais je me pose la question de pas mal de sous-jacents, aussi de la manière dont on prend le truc, de la manière dont il nous est délivré, des termes qui sont employés, etc. Voilà. Et donc pour conclure, puisqu'il s'agit d'usage, je vais vous parler de mes propres usages. Moi j'essaye de ne plus, comme je disais en intro, de ne plus utiliser ce qualificatif d'intelligent, intelligente pour parler des gens, ou de stupide ou quoi que ce soit en miroir. Il m'arrive d'avoir le réflexe de me dire « Ah, une telle est hyper intelligent, intelligente ». Bon bah dans ce cas-là, c'est l'occasion de réfléchir à pourquoi je me dis ça de prime abord et de décortiquer un peu le truc. Et puis vis-à-vis de moi, c'est un peu pareil. J'essaye de ne plus me positionner en tant que... Enfin, comment dire, j'essaye de ne plus me juger moi-même en tant qu'intelligente ou stupide, même si c'est pas toujours facile. Et donc, c'est vrai que même quand je suis avec mes amis, etc., j'ai pu à certaines époques me sentir beaucoup plus conne qu'eux, avoir honte, etc. Aujourd'hui, j'essaye vraiment, et je pense que vraiment il y a un cheminement qui est très très net, quoi. J'essaye de me dire, en fait, c'est plus ça. Enfin, éventuellement, là, dans cette conversation, t'es moins cultivé que quelqu'un. Éventuellement, ici, t'avais pas réfléchi à ça, t'avais pas fait ce lien. Voilà, là, t'as envoyé un SMS plein de fautes, ça n'a rien à voir avec ton intelligence. T'étais pas conne, c'est juste que là, t'as fait des fautes d'inattention et de plein de trucs. Et de pas, du coup, avoir ce réflexe de « Ah putain, qu'est-ce que t'es conne ?» alors que c'est un réflexe qui est vachement ancré en moi, quand même. Donc, il faut prendre le temps pour le déconstruire et y mettre vraiment de l'intention, quoi. Mais à chaque fois aussi que je l'applique à moi-même, je me dis que c'est aussi un peu un acte de bienveillance envers les autres, parce que tant que je me jugerai moi-même à l'aune de l'intelligence, ça continuera d'être un prisme dans mon jugement des autres, en fait. Donc voilà, c'est long et s'il y a des ratés et tout, mais j'essaye d'éviter. Parce que ça me semble tout simplement plus honnête intellectuellement, plus juste, plus opérant, quoi. Voilà. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas du coup à réagir aussi en commentaire, en message privé. C'est typiquement un sujet là qui se prête vraiment à l'échange. Enfin, comme tous les sujets à vrai dire, mais là il y a aussi du vécu, du rapport à soi, du rapport aux autres. Je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir discuter, partager. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, tout ça, et à très bientôt.